Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Docteur Ou. Bonjour et bienvenue à tout le monde dans cette émission Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui consacrée à Docteur Ou. C'est donc le 3e épisode sur cette femme qui est gynécologue et obstétricienne. Donc nous avions déjà parlé de son travail de gynécologue et puis de sa pratique sportive et comment est-ce qu'elle a lié les deux aspects sport et gynécologie dans les 2 premiers épisodes. Et aujourd'hui, nous allons parler de son travail de promotion de la santé, en particulier de la santé sexuelle, auprès du grand public. Dans l'épisode précédent, Dr Ou a raconté comment elle s'est mise d'abord à la course à pied, puis à l'haltérophilie et au sport de force, à la musculation, et d'autre part, comment est-ce qu'elle a encouragé les femmes enceintes, mais aussi les coachs, à pratiquer le sport, non seulement pendant la grossesse, mais aussi pendant la période postnatale de récupération. Et c'est justement sur ce thème-là qu'elle a publié un premier livre sur le sport pendant la grossesse, qui était une coopération avec un de ses camarades de classe. Elle a ensuite publié un 2e livre qui est parti d'un article qu'elle avait écrit sur Internet sur le fait qu'il est possible de boire de l'eau glacée lorsqu'on a ses règles et que ça ne fait pas plus de mal. Et cet article a été partagé par plus de 6000 personnes. Alors quand j'ai entendu ça, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris parce que en France, on dit jamais qu'il ne faut pas boire de boissons froides quand on a ses règles. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'avais entendu. Mais à Taïwan, c'est vrai que je l'ai entendu assez régulièrement. C'est vraiment une croyance qui est assez ancrée à Taïwan et le fait que cet article ait été autant partagé le montre aussi. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, auditrices et auditeurs, si vous avez aussi des tabous ou des interdits qui existent autour des règles chez vous. Donc, n'hésitez pas à nous partager ça aussi. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas manger, qu'il ne faut pas boire, des choses qu'il ne faut pas faire quand on a ses règles? Ou bien est-ce qu'il y a au contraire aucun interdit quand on a ses règles par là où vous êtes? Pour en revenir à Dr Ou, le fait qu'il ne faille pas boire de boissons froides ou glacées est une croyance à laquelle elle s'est retrouvée confrontée relativement tard. J'ai été très surprise à l'époque car ma famille ne m'en avait pas parlé et je n'ai pas appris cela en cours de médecine ni dans le département d'obstétrique et de gynécologie. J'ai découvert que c'était en fait un peu assimilé à la médecine traditionnelle chinoise et que boire du froid peut aggraver les douleurs menstruelles parce que cela peut stimuler la contraction des muscles utérins. Mais comme nous ne comprenons pas très bien les douleurs menstruelles et que traditionnellement on recommande de ne pas boire du froid, cela a eu un très grand impact. Mon éditeur a dit qu'à partir de cela, nous devrions être capables d'écrire un livre. Je crois aussi que beaucoup de tabous liés à la grossesse commencent en fait avec les menstruations. Par exemple, pendant le mois de confinement, c'est-à-dire lorsque la personne a des lochis, des écoulements vaginaux avec du sang, on dit traditionnellement qu'il ne faut pas sortir de la maison parce qu'à ce moment-là, les divinités nous voient comme une flaque de sang sale. L'idée que les menstruations sont sales est liée à beaucoup de tabous, tels que l'interdiction quand on a ses règles d'aller au temple ou de participer aux célébrations populaires du Nouvel An chinois à Yanshui. Tout cela résulte de la stigmatisation des règles. À ce moment-là, elle a décidé qu'il fallait vraiment pour elle écrire un livre pour expliquer toutes ces questions qui étaient liées aux règles mais qui ne sont pas forcément des maladies. Par exemple, le fait d'avoir des règles très abondantes ou au contraire plus légères, ou bien de couleur noire ou brune, ou les douleurs liées aux règles. Toutes les choses dont on parle peu en cours de médecine ou dans les journaux, parce que ce ne sont pas des maladies, qui ne sont pas non plus des découvertes, mais simplement des phénomènes physiologiques normaux qu'elle souhaitait décrire clairement. Et son 3e livre a été écrit avec le même concept que le 2e, c'est-à-dire qu'il essaye de regrouper tout un tas de connaissances médicales, mais pas que, autour de la grossesse. Et ces 3 livres ont été le point de départ d'une nouvelle aventure, cette fois-ci une aventure audio. Je me suis ensuite lancée dans les podcasts parce que mes 3 livres ont coïncidé avec les 3 ans de Covid à Taïwan, un livre par an.
Comme je ne pouvais pas physiquement faire la promotion des livres à cette époque et que les podcasts étaient très en vogue, j'ai commencé à participer à tous les principaux podcasts pour parler des livres. C'est comme ça que j'ai rencontré ma co-animatrice et j'ai aussi senti que j'étais à l'aise à l'oral. D'autre part, la façon dont les gens absorbent l'information a changé. Avant, on lisait beaucoup plus et maintenant, beaucoup de gens écoutent. J'ai aussi constaté qu'il était très difficile pour les mères de lire parce qu'elles doivent allaiter ou s'occuper des tâches ménagères. Pas uniquement les mères d'ailleurs, les pères aussi. N'importe quelle personne qui s'occupe d'enfants peut écouter ces podcasts en faisant le ménage, en nourrissant un bébé ou en s'occupant de lui. Dr Wu est extrêmement prolifique dans ses podcasts puisqu'elle en sort 2 par semaine et elle a déjà fait plus de 200 épisodes. Je lui ai demandé d'où vient son inspiration et elle m'a expliqué qu'au début, elle ne pensait faire que 10 épisodes parce que pour elle, après avoir publié 3 livres, eh bien, tous ses savoirs gynécologiques seraient plus vivants racontés oralement, mais il n'y avait pas de temps à dire non plus. Elle-même n'a pas eu d'enfant et en parlant justement de ses livres, en faisant la promotion, elle a rencontré une animatrice radio qui, elle, a eu 2 enfants, qui a aussi vécu une dépression postpartum et qui a des hernies discales. Donc elle a aussi d'autres expériences. Et Dr Wu explique qu'elle est aussi très douée pour parler. À l'origine, elle est journaliste médicale. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de discuter avec cette journaliste dans un podcast de tous ces sujets-là. Et ça pourrait permettre à certaines personnes qui n'ont pas forcément accès aux connaissances gynécologiques à travers la lecture de pouvoir les écouter. Nous avons parlé de congélation des ovules, d'infertilité, des soins prénatals et postnatals, de l'allaitement et d'autres sujets liés aux femmes. Après avoir terminé le 10e épisode, j'avais encore beaucoup de choses à dire et on a décidé de continuer. Les sujets sont venus les uns après les autres. Par exemple, j'ai l'impression qu'on voit souvent les mères parler de leur rôle de mère, mais pas les pères. On parle tout le temps de l'égalité des sexes, mais quand il s'agit de ces sujets, on n'entend pas la voix des hommes. Alors j'étais très curieuse de savoir ce qu'ils allaient en dire. C'était mon premier projet. Ensuite, du fait que bon nombre des thématiques abordées, comme par exemple le congé maternité, sont aussi liées à la politique, c'est-à-dire à l'allocation des ressources, et il se trouve que c'était justement une période électorale, eh bien, elle a cherché quelques candidats qui lui semblaient être intéressants pour discuter avec eux dans ses podcasts. Elle a aussi eu envie de se former plus à la conduite d'entretien, d'interview, et donc elle a commencé à interviewer des psychologues, des coachs sportifs, des professionnels de différents domaines, et partager aussi certaines expériences personnelles ou encore des lectures, puisqu'elle lit beaucoup, que ce soit des sciences sociales ou de la littérature. Elle a souvent envie de recommander des livres aux gens, et donc elle l'a fait à travers les podcasts, et elle l'a fait sous forme de discussion avec cette co-animatrice qui a fait des études d'histoire, qui a aussi un parcours très différent du sien. Et dans tous les podcasts, eh bien, parfois, elles discutent simplement de leur voyage, du divorce de Dr Wu, du fait que sa co-animatrice a commencé aussi à faire de la musculation, de l'haltérophilie. Donc les sujets des podcasts sont très variés. Ne croyez pas que je fais tout ça de façon totalement désintéressée. Le fait de partager ce qui m'arrive m'aide à mettre de l'ordre dans mes idées. Parfois, j'ai l'impression que l'émission est devenue une émission confessionnelle où je parle aux auditeurs de mes changements d'humeur. Ce n'est donc pas comme la radio traditionnelle où vous devez parler de quelque chose. Nous discutons de façon très libre. Lorsqu'il y a un sujet que nous voulons aborder, nous pouvons inviter d'autres personnes à participer. C'est donc devenu un programme qui me donne parfois beaucoup de force parce que parfois les rendez-vous médicaux sont très répétitifs et à travers ce podcast, je peux exprimer ce que je veux dire à la société, tout ce qu'on ne peut pas dire directement à ses patients. Parmi les invités de Dr Wu, en regardant un petit peu ces podcasts, j'ai vu qu'il y avait notamment Miao Boya, conseillère à la mairie de Taipei que j'avais déjà interviewée, qui est très présente sur les réseaux sociaux pour expliquer en profondeur différentes thématiques en lien avec l'actualité d'un point de vue plutôt juridique. Et donc, avec Dr Wu, elles ont parlé d'une réforme des lois concernant la reproduction, à savoir l'ouverture à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes,
puisque actuellement tout le monde peut congeler ses ovules, mais il faut être d'une part marié, d'autre part avec un homme, et troisièmement que cet homme donne son autorisation pour pouvoir décongeler et utiliser ses propres ovules. Et l'autre loi en discussion au Parlement est celle de la gestation pour autrui. Nous avons parlé récemment de la gestation pour autrui, mais c'est un sujet pour lequel j'ai du mal à me situer. Ça touche à beaucoup de lois, à des dilemmes personnels et tout un contexte social. Je n'arrive pas à dire si j'approuve ou non la GPA. Je ne trouve pas de réponse claire parce que ça touche à tout un éventail de problèmes, mais à la base, c'est lié à la façon dont nous considérons le corps d'une femme. Si cette société respectait l'autonomie des femmes sur leur propre corps, les femmes célibataires pourraient utiliser leurs propres ovules congelés, les femmes mariées pourraient choisir seules si elles avortent ou non. Je pense que la gestation pour autrui s'inscrit dans la société si la société est égalitaire. Cela permet une plus grande autonomie pour les femmes. Mais si on instaure la GPA dans un pays où les femmes doivent perpétuer la lignée familiale dans une société patriarcale, alors la GPA peut faire du corps des femmes un objet à utiliser. La société taïwanaise est selon moi très diversifiée. Ce n'est pas si simple de la mettre dans une catégorie ou dans l'autre. J'ai également interrogé Dr Wu sur les retours qu'elle avait eus de la part de ses auditeurs et auditrices à propos de ces podcasts. Nous avons un groupe d'auditeurs en ligne. Parfois, je leur pose des questions. Par exemple, une série anglaise qu'on a regardée où les gens sont souvent drogués. Et j'ai demandé aux auditeurs si c'était un scénario exagéré. Beaucoup d'auditeurs qui vivent à l'étranger partagent leurs expériences. On a eu des mères qui ont passé des examens de grossesse à l'étranger, en République tchèque et en France. Des choses dont on n'entend pas souvent parler parce qu'on n'a pas nécessairement d'amis là-bas. C'est donc un excellent retour d'information pour moi. D'autre part, grâce au podcast, certains organismes nous invitent à partager sur différentes thématiques, des activités qui sont organisées en présentiel et des contacts se créent. Ça me plaît beaucoup. Elle explique donc que ces émissions lui ont apporté beaucoup, à elle, mais aussi à d'autres auditeurs et auditrices, lorsqu'elles se sont reconnues, par exemple, dans les récits qui peuvent être parfois difficiles autour d'avortements ou de périodes de dépression postpartum, ou bien de difficultés avec les enfants, et de voir qu'elles ne sont pas les seules à vivre ces difficultés peut aussi apporter un sentiment de réconfort ou de solidarité. Comme vous pouvez le constater, Dr Wu est donc très engagée non seulement en tant que gynécologue obstétricienne auprès de ses patientes, mais aussi auprès des femmes qui font du sport avant, pendant et après la grossesse et l'accouchement. Et elle est aussi très engagée pour améliorer de manière globale l'éducation sexuelle à Taïwan, que ce soit à travers des livres ou des podcasts ou des conférences. Et donc je lui ai demandé comment est-ce qu'elle voit l'éducation sexuelle à Taïwan de manière globale et est-ce qu'elle fait tout ça pour répondre à un certain manque quelque part. Je pense que le travail effectué est vraiment médiocre. Il y a beaucoup de ressources en dehors du système, que ce soit sur YouTube, des médecins comme moi ou des ONG qui promeuvent l'éducation sexuelle, et ça, c'est très bien. Mais dans le système, dans les écoles, c'est difficile de faire quoi que ce soit parce que Taïwan est un pays qu'on peut dire divisé et pluraliste. Certaines personnes sont extrêmement conservatrices et pensent que les femmes ne peuvent pas avoir de relations sexuelles ou mettre de tampons avant le mariage. Et d'autres sont extrêmement ouvertes avec des personnes transgenres ou qui ont des relations ouvertes. Le spectre est vraiment large. Les enseignants qui veulent parler d'éducation sexuelle se heurtent aux protestations des parents qui trouvent qu'il faudrait en dire plus ou au contraire qu'il ne faudrait rien dire du tout. Comme l'éducation sexuelle ne peut pas être faite depuis l'école, je pense que nous avons une responsabilité collective. Si nous en sommes capables, il faut apporter notre pierre.
De mon côté, je donne très souvent des conférences, que ce soit de l'école primaire à l'université ou bien pour la formation des fonctionnaires. Je parle de l'éducation sexuelle en commençant par les menstruations, la contraception, l'avortement et la question de devenir parent. Une seule conférence sur ce sujet ne vaut certainement pas un programme complet, mais c'est un travail de longue haleine. Nous voici donc déjà à la fin de ce 3e épisode en compagnie de Dr Ou, que l'on remercie pour nous avoir partagé toutes ces expériences. Et moi je vous dis merci de votre écoute et à la semaine prochaine.